Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au premier épisode du podcast Transformation des métiers du droit et finance. Je me nomme Sophie Le Calvez, je suis consultante en transformation, organisation, conduite du changement et stratégie au service des métiers du droit et finance. Juriste de formation avec un double cursus de droit français et droit anglo-américain, j'ai une expérience de plus de 20 ans en entreprise, ancienne directrice fiscale internationale et aujourd'hui entrepreneur et fondateur de AVH-S.co. AVH-S.co, c'est quoi? C'est un cabinet de consulting, de facilitation, de formation et de coaching qui a pour objectif d'optimiser votre performance, de changer vos habitudes en interne et d'atteindre vos objectifs. J'interviewe des praticiens du droit et de la finance de tout horizon qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision. Ils vous livrent sans filtre comment ils sont parvenus à dépasser des difficultés dans leur équipe et organisation et relever des challenges. Des histoires personnelles partagées dans un climat de bienveillance et de confiance. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Michel Ferragati, qui m'a fait le grand plaisir d'accepter mon invitation. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Bonjour, Bonjour Jean-Michel, pardon. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Et écoute très bien, et toi? Ça va très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Jean-Michel, peux-tu te présenter en quelques minutes et nous partager également ton parcours? Alors, je m'appelle Jean-Michel Ferragati, j'aurai bientôt 54 ans. Je suis un financier de formation, j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à Dauphine et après un master de fiscalité d'entreprise à Dauphine et un master de recherche en finances publiques fiscalité à Assas. Et depuis 30 ans, je fais de la fiscalité en entreprise. Et depuis plus de 20 ans, je suis directeur fiscal dans diverses organisations, grosses, plus petites, familiales, pas familiales, et dans plein de secteurs. Et à l'heure actuelle, je suis directeur de la fiscalité et des douanes au sein du groupe Rémy Cointreau, qui est un liquoriste. Une très belle maison. Et tu as fait précédemment également de très belles maisons. Tu ne les as pas citées, mais tu as un parcours très riche et inspirant. Euh, Merci. je t'en prie. Dans toute ta carrière professionnelle, quelles ont été tes plus grandes difficultés ou challenges d'un point de vue managérial et ou organisationnel? Alors, les difficultés managériales, je pense que vraiment, le plus compliqué a été de gérer le départ contraint de collaborateurs. Ça, c'est quand même quelque chose que, j'aime pas faire. Je pense que personne n'aime vraiment le faire. Ça remet beaucoup de choses en question, c'est compliqué. Et donc, vraiment, ça a été, ça m'est arrivé de devoir le faire quelques fois, malheureusement. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais enfin, ça peut arriver. Et quand on y fait face, faut le gérer. Donc ça, c'est difficile. Comment tu l'as vécu? Après, Hmm Comment tu l'as vécu? Tu dis que c'est difficile, Euh, hein. Oui, c'est difficile, on le vit toujours un peu comme un échec d'une certaine manière, un échec humain. On se remet en question soit parce qu'on se dit qu'on a fait un mauvais recrutement, soit parce qu'on n'a pas vu venir la difficulté qui se cristallise à un moment et on se retrouve dans une situation où il n'y a plus le choix et donc on est obligé de dire bah faut arrêter quoi. Et après, forcément, on vit aussi en miroir le ressentiment, parce qu'il y en a forcément, de Mm. la personne qui elle-même comprend pas ou se dit que c'est injuste. Voilà, donc c'est compliqué. Donc Mm. c'est vraiment une expérience qui n'est pas sympa et qui en plus est techniquement compliquée parce que bah, faut démontrer, les RH essayent d'aider, mais c'est pas très simple quand même. Ça dépend des organisations où on est. Il y a des organisations qui accompagnent ça peut-être plus facilement que d'autres. Donc voilà, ce sont des moments de remise en question, on va dire. Oui. Et en même temps, c'est une source d'apprentissage. Euh, Oui. Bah oui, forcément, c'est- parce que tu apprends à pas refaire la même erreur, oui. donc, ou à essayer en tout cas. Et puis après, bah, t'en tires des enseignements. Moi, le principal que j'en ai tiré, qui m'a été donné par mon chef de l'époque, j'étais dans une société, dans un conglomérat allemand, avec
un directeur financier, enfin de la gestion qui était euh, germano-libanais. Et qui m'a dit, Jean-Michel, c'est comme un sparadrap. Faut tirer très rapidement. Ça fait mal, mais après, c'est fini. Et en effet, je pense que c'est un conseil à retenir. Faut aller, même si c'est pénible, directement au point. Faut pas faire traîner. Faut pas essayer de rétablir les choses quand le point de rupture est arrivé. Faut dire, ça suffit, stop. Faut le dire, même si la personne ne s'en rend pas compte pour la personne qui part. Surtout, faut le dire pour ceux qui restent. Mhm. Mhm. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a un autre challenge que tu aimerais partager? Alors oui, sur les challenges, je l'ai fait plusieurs fois et c'est toujours quelque chose d'enthousiasmant, bah, c'est de structurer ou de restructurer une direction fiscale. C'est-à-dire d'arriver, soit il n'y a rien, il faut tout faire, soit d'arriver dans une situation plus ou moins bonne. Ça m'est arrivé d'arriver dans des situations dégradées, mais aussi dans des bonnes situations, hein, où la personne que tu remplaces a laissé une équipe dans un bon état de marche, on va dire. Mais néanmoins, quand tu arrives, bah, forcément, tu vas imprimer ta marque, que ça soit conscient ou inconscient. Et donc, voilà, ça, ce sont des beaux challenges, en effet. Ok, merci beaucoup. Comment es-tu devenu le manager et le leader que tu es aujourd'hui? Alors, en ayant des bons ou des mauvais managers, en observant, euh, en reproduisant ou au contraire en ne reproduisant pas consciemment ce qui était mauvais, euh, en prenant les fonctions. C'est-à-dire qu'au début de carrière, hein, je n'étais pas manager, donc j'ai plutôt regardé, observé, bénéficié, subi. Euh, et puis à un moment, quand on devient manager, bah là, on est aux manettes. Donc on apprend aussi un peu en marchant. Et puis, bien entendu, j'ai eu la chance quand même d'avoir des organisations qui m'ont formé. Donc c'est un peu tout ça qui fait que tu deviens un plus ou moins bon manager, mais enfin quelqu'un à qui on pense pour prendre des fonctions de ce type-là. Tu parles de formation, quel type de formation tu as suivi? Alors j'ai eu des formations internes, des parcours de management, donc dans des organisations assez grosses. Mais même dans les petites, parfois, on a des formations. J'ai eu une formation prise de parole en public, j'ai eu une formation gestion d'énergie, dans une des petites organisations que j'ai fait. Donc, même les petites organisations font des choses. Et puis après, il y a aussi, c'est pas complètement des formations, mais dans quasiment tous les groupes, tu as t'as des instants de partage, en fait, Mhm. des leadership meetings, etc. Et très souvent, tu as quand même des gens en interne, en externe qui viennent et qui partagent des expériences, qui donnent des conseils. Donc voilà, c'est ce type d'organisation, ce type de formation, pardon, que j'ai eu. D'accord. Est-ce que tu t'es fait accompagner d'une autre manière que celle de la formation ou de leadership programme? Non, écoute, non, pas pour l'instant. Ça m'a travaillé, entre guillemets, de temps en temps, de me dire, tiens, pour l'instant, disons que c'était plus la rencontre de personnes comme Mhm. toi ou d'autres personnes, parce que je connais trois autres personnes qui sont coachs ou formateurs. Donc, c'est plus ça de se dire, bah, est-ce que j'en ai envie? La réponse est oui. Est-ce que j'en ai besoin? La réponse est sans doute. Ce qui a toujours manqué, c'est est-ce que j'en ai le temps? Alors, je sais que souvent, c'est une mauvaise réponse, mais écoute, donc non. Et après, j'ai aussi, je pense, eu, ou en tout cas appris d'un conseil de mon père euh, qui s'applique au management, mais qui s'applique à peu près à tout, qui disait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mhm. C'est sage, oui, effectivement. Oui, oui. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé d'un de tes challenges de réorganiser, organiser, structurer des départements. Hmm. Comment tu as fait en fait pour les transformer? Alors, la transformation, pour moi, la clé du succès, c'est l'adhésion. Et donc, l'adhésion, elle se fait forcément
elle ne se fait pas verticalement. Elle se fait à partir de moments partagés. Donc, ce que j'ai souvent fait, euh, informellement ou formellement, parce que je l'ai fait plusieurs fois, donc au fur et à mesure, j'ai quand même travaillé certaines manières de faire. Je l'ai fait via des ateliers de brainstorming, en disant aux gens, on va travailler sur une tax organization, tous ensemble, quel que soit le niveau des gens. Alors, les directions fiscales sont souvent pas très grandes, mais enfin, j'ai souvent eu des équipes d'une demi-douzaine de personnes, tu vois, donc tous ensemble, quel que soit le grade de la personne, entre guillemets. Et je fais travailler les gens autour de trois questions. Euh, que faisons-nous et que nous ne devrions pas faire? Ouais, Voilà. Que faisons-nous et que nous devons faire? Et que ne faisons-nous pas et que nous devrions faire? Et là, chacun donne sa vision avec son ressenti, son expérience, sa pratique. Et à partir de là, on définit des blocs où on dit, bon, bah ça, il faut qu'on le fasse. S'il n'y a pas le choix et on le fait, c'est très bien, donc il faut maintenir, il faut capitaliser. Ça, on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Donc, on va communiquer en disant, on prenne nos propres managers, en disant, c'est nous qui devrions faire ça. Et ça, on le fait, mais en fait, on ne devrait pas le faire parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on n'est pas les mieux placés, c'est pas efficient. Et après, on définit les outils qui vont nous permettre de faire tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, les outils, ça peut être bêtement un SharePoint commun, la note d'organisation, parce que quasiment tout le temps, je fais ensuite une note d'organisation pour qu'on puisse la diffuser aux autres fonctions. Et à ouais. partir de ça, si les gens, si on fait bien notre travail et que tout le monde est d'accord avec cette vision, ou au moins sur la majeure partie de la vision, les gens vont adhérer à ce projet et les gens, ils vont aller vers le projet. Puis après, régulièrement, on le réactualise. Parce que parfois, on a dit qu'on voulait faire un truc et en fait, on se rend compte que soit on ne sait pas le faire, soit on ne peut pas le faire, soit en fait, on ne devrait pas le faire. Mhm. Et à l'inverse, on avait dit qu'on ne ferait pas un truc et puis l'organisation bouge et on se dit, voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'une organisation fiscale, mais même en général, je pense, fonctionne. Ok. C'est une bonne pratique, effectivement, ces outils. Est-ce qu'il y a d'autres best practices que tu aimerais partager? Alors, bon, faut communiquer. C'est... Mais là, encore une fois, c'est pas qu'en management, c'est pas que dans les équipes fiscales, c'est dans la vie avec tout le monde. Faut communiquer. Euh, je pense qu'il faut être sincère. C'est-à-dire, il faut pas se soucier du paraître. Quand on a des difficultés, il faut le dire ou il faut dire à ses équipes qu'on va les accueillir, ces difficultés, donc que ça ne reste pas caché. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui est caché. Et puis, il faut aussi quand même fédérer également autour d'une technicité. On est un métier technique, et donc dans les équipes fiscales, il faut apporter de la technique. Et là, la technique, elle vient de partout. Donc, ça peut être le manager qui la fait descendre, mais ça peut être bien entendu les autres membres de l'équipe qui la partagent entre eux et qui la font monter, hein. Le manager, c'est aussi un collaborateur comme les autres, donc il doit se former, il doit continuer à apprendre. Pas parce qu'on est manager qu'on a la science infuse et que Mhm. son parcours d'apprentissage s'arrête, loin de là. Mhm. Merci pour ce partage. Euh, et alors, selon toi, c'est quoi les ingrédients d'un département performant? Euh, alors pour moi, je vais mettre des mots sur un peu ce qu'on vient de se dire. L'esprit d'équipe, Oui. voilà. S'il n'y a pas d'esprit d'équipe, pour moi, ça ne sera pas réellement performant, même si les gens peuvent individuellement être performants. La technicité, parce qu'on est un métier technique, donc s'il n'y a pas une bonne technique dans un département fiscal, je pense qu'on passe à côté de choses. Euh, et ça s'entretient. Donc, hein, quand on parle de la technicité, on parle aussi de comment on l'entretient. Et du coup, le fait d'être ouvert sur l'extérieur, aller dans des formations type petit déjeuner, type atelier, type séminaire qu'offrent plein d'intervenants du métier, les facs, les cabinets d'avocats, les cabinets d'expertise, parfois même les formateurs et les chasseurs, hein, il y a toujours des choses à faire. Euh, L'humour, pour moi, euh, la fiscalité est quelque chose d'assez aride pour les autres. Et je pense que
Une des manières de faire, c'est un peu d'humour. Quand j'étais dans une précédente boîte qui était un labo pharmaceutique, il y avait un réseau social et je postais de temps en temps des choses qui me faisaient rire. Mhm. Et mon post le plus commenté et liké sur ce réseau social, ça avait été un post sur le taux de TVA des coccinelles. Oui, oui. Voilà. Et du coup, ça permet aux gens de se dire, tiens, ils sont accessibles. Voilà. Et donc, du coup, avec l'humour va souvent aussi la créativité. Ouais. Et je pense que ça, c'est hyper important dans un département, et notamment dans un département fiscal où le monde bouge, où on a justement cette technicité un peu aride, mais qui nous permet d'être super créatifs. Et donc de sortir un peu du cadre. Et voilà, un peu de folie, et puis tout ça mélangé, je pense que ça fait un département performant, même si certaines des qualités que j'ai données ne seraient sans doute pas ce qu'un recruteur ou un directeur financier dirait en premier. Bon. Merci, merci beaucoup. C'est très inspirant. Moi, je retiens effectivement l'esprit d'équipe, la technicité, l'ouverture, l'humour, la créativité, sortir du cadre. Donc, je reformulerai out of the box et puis un peu de folie, un grain de folie. Je partage et, et ça me fait sourire. Merci pour ça. Euh, Je t'en prie, avec plaisir, on a déjà gagné une partie de notre journée. oui, je crois qu'effectivement, d'expliquer des choses très techniques avec le sourire, ça facilite les choses. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors ça, c'est compliqué. Je pense que j'essaierai d'être mieux préparé parfois, parce que honnêtement, quelquefois, tu te retrouves un peu, comment dire, dépourvu. Euh, et on en parlait, je pense que se faire accompagner est quand même important, et je pense que même pour l'entreprise, c'est à la fois important et rentable. Certes, ça prend un peu de temps, certes, ça prend un peu de budget, mais plutôt que de faire des itératifs comme dans la recherche, parfois, c'est quand même bien d'avoir des conseils et d'avoir une direction. Euh, Souvent, on y arrive quand même là où on voulait aller, mais on perd un peu de temps et parfois, il y a un peu de heurts, hein, comme je disais, dans les équipes. Donc, voilà, je pense que on s'en rend pas compte et surtout, on n'est pas très souvent formé ou incité, entre guillemets, mais être mieux préparé et parfois se faire accompagner, c'est important. Moi, je l'ai fait une fois. Alors, ça n'a pas été un accompagnement dans le sens formation, coaching, etc. On a fait dans le conglomérat allemand où j'étais, on a fait toute une mission sur le crédit d'impôt recherche avec un cabinet de la place qui est la meilleure équipe, je pense, sur ce sujet-là, et qui nous a dit, on a aussi dans le réseau un cabinet de conseil qui fait du change management. Et donc, en fait, on a réuni tous les acteurs de la chaîne de crédit d'impôt recherche, donc majoritairement des ingénieurs, les fiscalistes internes, les fiscalistes externes, donc ce cabinet d'avocats, et le cabinet de conseil en change management. On a passé 3 demi-journées. Le groupe s'est engagé parce que le groupe a comment dire, des labos de recherche un peu partout en France. Donc les gens venaient, les gens passaient une journée entière au siège. La matinée, on essayait de faire des choses. Et puis l'après-midi, on savait qu'on avait ça. Et à la fin, on a doublé notre crédit d'impôt recherche. Et D'accord. pas sur des pistes fiscales d'une certaine manière. Mm, mm. Quel bénéfice tu as vu donc sur le change management? Donc, doublement du crédit d'impôt recherche. Est-ce que tu as vu d'autres bénéfices en termes d'organisation en interne? Bien sûr. Alors déjà, la remotivation des gens. Parce que faut pas se leurrer, notamment en crédit d'impôt recherche, les chercheurs sont des gens un peu solitaires. Donc là, et souvent, même si la recherche est hyper importante, elle n'est pas nécessairement très bien mise en avant dans les organisations globales. Donc les gens ont été motivés. Il y avait des gens qui étaient un peu démotivés, qui sont repartis très motivés. Les techniques de gestion de projet, etc. Bon, ce sont des ingénieurs, ils en ont, mais les gars du change management ont apporté d'autres choses qui étaient très intéressantes, des ateliers, des choses vraiment très intéressantes. Euh, et puis, je vais le dire en mauvais français, la cross-fertilisation. Euh,
entre les avocats, les fiscalistes, les gars du conseil, les ingénieurs, mais également les ingénieurs entre eux. Parce que Oui. comme ils sont dans des labos dans divers endroits de la France, en fait, ils ne se parlent pas tant que ça. Mm. Et en se parlant, ça a créé une communauté. Et ça, c'est le dernier avantage. Et là aussi, c'était dans le cadre du change management quelque chose que le cabinet conseil avait vraiment bien mis en avant en disant, faut pas perdre ce momentum. Il faut Oui. l'entretenir. Et du coup, on avait nommé des ambassadeurs. On avait nommé une sorte de grand ambassadeur qui animait cette communauté. Et ça a vraiment eu des effets voilà, alors, financiers, on les mesure comme ça, peu importe, hein. On a doublé le crédit d'impôt recherche et c'était des sommes conséquentes parce qu'on partait de plusieurs millions d'euros et on a doublé. Donc voilà. Mais surtout, je pense que ça a créé quelque chose qui a vraiment permis aux gens de s'épanouir à l'organisation, d'avoir comment dire, une élévation de la performance et pas que financière. Ok. Et au-delà, en fait, de ce sujet technique du critère de recherche, donc le change management, est-ce que tu as transposé, en fait, cette méthode, cette manière de faire à d'autres projets? Alors, j'ai essayé. Après, je pense que on est tous plus ou moins bons, mauvais managers. On ne naît pas manager, on le devient, donc il faut se former. Et il y a des techniques qui font qu'on est performant ou pas. Et donc, ce que le cabinet de conseil a fait, voilà, ce sont des choses que tu as quand même des difficultés à reproduire par toi-même. Alors, des Mm. petits bouts, en effet, mais pas que. Et je crois que l'associé qui nous accompagnait, euh, sa formation, c'était quelque chose en neurologie ou un truc comme ça, tu vois. Et Ouais. le gars est venu au conseil, mais en fait, il apportait des techniques limites physiologiques, en fait, qui sont très différentes de ce que toi, à ton niveau, tu peux faire. Donc oui, j'ai essayé, il y a des choses que j'ai réutilisées, etc. Mais d'une certaine manière, la meilleure des choses, quand même, c'est de se faire accompagner par des gens vraiment dont c'est le métier. Et c'est vrai que quand on nous avait proposé le change management, moi, à titre personnel, j'étais un peu genre, qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter, entre guillemets. Donc, tu avais des Et là, doutes. ouais, enfin, je me disais, bon, oui, ok, mais est-ce qu'ils nous vendent pas un bout de mission en plus, tu vois? Mhm. Et, euh, et encore une fois, c'est mon chef germano-libanais qui, lui, est beaucoup plus sensibilisé à ça. Les anglo-saxons, y compris les Allemands dans des organisations très internationales, sont assez, alors je vais dire friands, mais c'est pas le bon mot. Je pense que comme ils l'ont vécu plusieurs fois, ils savent que c'est vraiment pertinent. Et lui, au contraire, m'a dit, ah non, c'est une très bonne idée de faire ça. Allons-y. Je dis, bah ouais, mais du coup, le budget n'est pas le même. Et il m'a dit, c'est pas grave. On y va. Et c'était vraiment sympa, OK. Donc, tu as vu en fait un impact sur la performance. clairement. Et Ouais. quand tu fais du change management, c'est quelque chose aussi, hein, moi je retiens, j'en ai fait beaucoup quand j'étais salarié et que tu peux transposer dans d'autres domaines hein, que celui Mhm. du crédit d'impôt recherche, notamment sur les restructurings, où là, Ouais. effectivement, tu es un petit peu le chef d'orchestre avec différents départements, parce que pour le crédit d'impôt recherche, pareil, tu travailles avec beaucoup de départements qui sont parfois en silo. Tu disais, les gens ne se parlent pas, ne communiquent pas. C'est vrai dans d'autres domaines, notamment le restructuring. Donc, ça peut être aussi une option pour toi de réfléchir, d'utiliser ce que tu as appris Mhm. et de pouvoir le dupliquer dans d'autres domaines avec des sujets très transverses. C'est clair. Aujourd'hui, c'est quoi le défi de ta fonction actuelle? Euh, alors, les défis, pour moi, c'est le pivotement vers le digital. Euh, et toutes les contraintes métiers qui sont liées au système d'information. Le invoicing, le safety, le CBCR, le Pilar 2, les outils métiers que les gens mettent en place et qui impactent la fiscalité, ou en tout cas sur lesquels la fiscalité a un impact auquel ils ne pensent pas vraiment. Euh, donc forcément, ce sont des choses nouvelles qui nous arrivent. Dessus, je dirais, même si c'est pas tout à fait le bon terme. Nous sommes des humains et donc on n'aime pas le changement, ou on aime rarement le changement. Donc notre premier réflexe va plutôt être de se dire, et je l'ai vécu moi, parce que le métier a beaucoup changé, hein, 30 ans de fiscalité, c'était pas la même chose il y a 30 ans que maintenant.
Donc, on a souvent le premier réflexe que j'ai eu aussi de dire je m'arrange pour pas gérer ce sujet et puis je me dis que ça ne, ça ne perdurera pas, quoi. À l'époque, je n'étais pas du tout manager, mais dans mon premier poste, même si on en faisait un peu, les prix de transfert et les impôts différés, mon chef de l'époque, qui était pourtant un excellent à la fois praticien, manager et une personne vraiment très ouverte, essayait de refiler ça à d'autres gens. Voilà, si à l'époque j'avais d'une certaine manière suivi ça, alors on n'avait pas du tout le même âge, il était presque à la retraite, lui. Si j'avais suivi ce qu'il faisait, bah, je ne ferais plus de fiscalité, parce que honnêtement, les prix de transfert, les impôts différés, maintenant, c'est des choses majeures. Maintenant, aujourd'hui, ce qui vient rajouter une difficulté, c'est ce côté digital. Ouais, Et du coup, c'est non seulement, il faut accueillir ça en se disant, bah, ça fait partie de mon métier, ou ça va faire partie de mon métier dans les années qui viennent, donc je peux pas mettre mon mouchoir dessus et faire semblant. Ensuite, il faut monter en compétences. Parce qu'il y a des outils, il y a des choses, en compétences théoriques, mais en compétences pratiques aussi. Et surtout, ça donne un défi sur les collaborateurs et partenaires. ouais, Encore une fois, je ne vais pas recruter le même collaborateur aujourd'hui que celui que je recrutais il y a 20 ans. Et sur mes partenaires, je vais avoir des demandes, des, entre guillemets, exigences différentes. ouais, Donc pour moi, voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on le voit dans la vie quotidienne. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai dans la vie, comment dire, de tous enfin, de la vie professionnelle. C'est, encore une fois, je vais utiliser un mauvais français. Non, je vais utiliser un bon français. C'est l'accélération. mm, C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on parlait de prix de transfert. Ça a infusé, ça a percolé. Et 30 ans après, j'en fais beaucoup, mais ça reste quand même quelque chose. Là, la facturation électronique, le SAFTIL, CBCR, en fait, ça se met en place en quelques années. ouais, C'est pas 30 ans après. Donc, du coup, bah, faut suivre le rythme de modification, le rythme comment dire, de changement, notamment technique, etc., est rapide. Et ça, c'est quelque chose qui donne une difficulté supplémentaire. ouais. Merci. Une dernière question. Euh, Quel serait le message ou les tips que tu souhaiterais partager pour inspirer d'autres métiers du droit et des finances? Alors, je pense que, quelle que soit sa fonction, une des grandes, comment dire, d'un des grands enseignements, c'est il faut jamais se reposer sur ses acquis. Euh, la célèbre phrase, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Donc, si on ne progresse pas, en réalité, on recule. Hein. Et quand je dis progresser, c'est sur le point de vue technique, sur le point de vue managérial, sur le point de vue organisationnel, sur la curiosité. C'est pour ça que la curiosité est quelque chose d'important. Donc, ne jamais se reposer sur ses acquis. Toujours essayer d'anticiper. C'est compliqué, hein, parce que parfois, bah, on ne voit pas la chose venir ou on n'a pas les moyens de regarder ou on n'a pas les compétences. Donc, c'est pour ça, encore une fois, hein, jamais se reposer sur ses acquis, c'est toujours avancer, se former aussi. Et puis, à mon sens, une autre chose, c'est avoir conscience que le changement, on n'aime pas ça, mais avoir conscience qu'en fait, soit on le subit, soit on s'en sert. Et donc, du coup, je pense qu'il faut toujours avoir le mindset d'essayer de transformer la contrainte en force ou en quelque chose pour soi. Encore une fois, j'entends plein de gens et je suis de prime abord comme eux en disant j'en ai marre du reporting, etc. Mais ça sert à rien. Donc, ok, j'en ai marre, mais à quoi ça va me servir à moi? Et à partir de là, si on arrive à structurer quelque chose à partir de cette contrainte pour en faire une force, déjà, ça, la pilule passe mieux parce qu'on se dit, OK, je le fais, mais en réalité, moi, j'en tire autre chose. Et deuxièmement, ça permet aussi de positionner la fiscalité à l'intérieur des organisations en justement faisant, je dirais, en donnant une image de gens qui restent pas assis dans un coin un peu terne avec des lustrines en train d'aligner des chiffres, quoi.
ce qu'on Mm. n'est souvent pas. Mm. Ouais, donc j'entends apprendre, anticiper, et c'est pas facile dans des groupes Non, non, aussi. bien sûr. La culture d'urgence parfois est très présente. Mm. Euh, donc anticiper, je te rejoins, c'est une règle pour moi, une règle d'or. Et pourtant, c'est pas toujours facile parce que parfois il y a des choses, enfin, la notion du temps n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Alors moi, là, j'ai beaucoup de chance d'être dans un groupe dont le métier principal, c'est le vieillissement. Ouais, Euh, Nous, chez Rémi Cointreau, notamment pour la partie cognac, on fait vieillir des eaux de vie de vin, eaux de vie de raisin pour en faire du cognac. Et ça a pas mal infusé dans l'organisation. Et le rapport au temps est très différent d'autres organisations que j'ai connues. ouais, Et justement, le choix, ce qu'on appelle le mariage, c'est-à-dire assembler plusieurs eaux de vie de raisin pour faire un cognac, en fait, faut se poser la question. Quand après tu fais vieillir 100 ans, c'est pas 100 ans après que tu te dis, ah mince, il y a 100 ans, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc ça, c'est intéressant et c'est vrai que tu as raison, hein, il y a des organisations où malheureusement l'urgence est permanente. mm, Parfois, l'urgence est permanente à cause du bordel permanent. J'ai connu ça aussi. Euh, ouais. bon, le chaos parfois est aussi créateur de valeur ou en tout cas d'opportunités et de choses justement surprenantes. Mais Source honnêtement, d'agilité, source d'agilité. ouais, ouais, c'est ça. Mais honnêtement, c'est peut-être mon âge aussi. À un moment, tu te dis, ouais, c'est très bien de se poser. Bon, voilà, j'ai beaucoup de chance d'être dans cette maison. Oui, et j'aime beaucoup cette image qui est pour moi aussi métaphorique. Tu as dit l'assemblage, Hum, donc la technique de vieillissement. Donc je trouve que c'est très inspirant aussi pour d'autres organisations, départements, d'avoir ça aussi en tête. Que parfois, il faut donner du temps au temps. tout à Et, fait. j'ai un ancien manager qui me disait aussi le temps est la mère des patries. Euh, je trouve que c'est une jolie métaphore. Merci pour l'avoir partagée. Je t'en prie. On arrive à la fin de cette interview. Donc, je voulais te remercier, Jean-Michel, pour ton temps, pour Avec ta plaisir. présence, ta confiance et ton partage, tes partages inspirants. Mais merci. Merci Merci de beaucoup. ton invitation. Merci. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, hein, c'est un podcast gratuit. Et aidez-moi à faire rayonner la transformation des métiers du droit et finance, où que vous soyez, en partageant. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Merci Jean-Michel. Merci.